D'après le dernier recensement de l'Institut national de la statistique INSTAT, les femmes représentent 49,7% de la population malienne, soit près de la moitié. Malgré les obstacles et les défis, elles font preuve d'une résilience sans faille. Mais à quel prix? Quelle place occupent-elles dans le secteur entrepreneurial? Dans quel secteur évoluent-elles le plus et pourquoi? Quels sont les principaux défis auxquels les femmes font face? Qu'en est-il des avancées? Autonomisation des femmes, un atout pour l'économie, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. En ce mois de mars, mois dédié aux femmes, je vous propose de débattre d'un thème très passionnant. Il s'agit de l'autonomisation des femmes. Mais avant, je vous invite à découvrir nos 4 invités. Je vais commencer par présenter notre premier invité, Madame Thiero Dineba-Sissé. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes la promotrice de la Ségovienne des commerces agroalimentaires, par ailleurs présidente de l'Union régionale des transformateurs de produits agricoles. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de l'Union? L'Union régionale des transformateurs de produits agricoles est une fêtière qui est basée dans la 4e région du Mali, plus précisément à Ségou. Dans l'ancien découpage, nous sommes représentés dans les 7 cercles de Ségou. C'est un dénombrement de la FENATRA d'après de la FENATRA nationale. Nous sommes un démembrement de la FENATRA nationale. J'ai également le plaisir de présenter Madame Diallo Assetou Diarra. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes la directrice exécutive de l'association Femmes Éthiques, entendée par la Femme et Technologie de l'Information et de la Communication. Vous êtes la directrice de publication de Nouvelles du Mali, qui est une branche médiatique de l'association. C'est bien cela. Femmes Éthiques est une association qui a été créée en 2009, qui a pour but une meilleure appropriation des technologies de l'information et de la communication par les femmes, surtout et les jeunes. Madame Adi Sangara, bonsoir et merci d'avoir accepté également notre invitation. Vous êtes la coordinatrice du programme de ONU Femmes. Est-ce que là aussi, vous pouvez brièvement nous présenter, nous dire ce que vous faites concrètement à travers votre secteur? Merci beaucoup. Je suis Hadi Diallo Sangaré. Je suis en charge de la coordination de l'unité renforcement économique à ONU Femmes. Je me plais vraiment à matérialiser la vision de ONU Femmes. Je voudrais vous faire un petit dessin. Allez-y. Imaginez un Mali où les filles et les femmes sont accompagnées pour pleinement jouir de leurs capacités et acquérir des capacités sur le plan économique pour pouvoir contribuer de manière significative à la croissance économique et au développement du Mali. Donc c'est à cela que nous travaillons, ONU Femmes et toutes les agences du système des Nations Unies, pour soutenir le gouvernement à pouvoir réaliser les ambitions en termes d'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles. C'est le vœu pieux. D'ailleurs, on va voir comment on peut justement arriver à ce vœu, qui est de faire en sorte que toutes les filles et les femmes soient pleinement autonomes, ne serait-ce qu'économiquement. Docteur Khalid Dembélé, vous êtes économiste. Je vous donne la parole juste après cette première infographie qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur notre démographie, car en parlant d'autonomisation des femmes, il est toujours important d'avoir quelques chiffres en tête. En se fiant au dernier recensement général de la population de 2022, qui est le 5e et dernier recensement produit par l'Institut national de la statistique, on parle de plus de 22 395 000 habitants au Mali. Et c'est là où je voudrais vous faire réagir, docteur Khalid Dembélé, on a près de 50% de la population qui est essentiellement féminine, 49,7% pour être précis, et on a 47,2% de la population, donc des Maliens qui ont moins de 15 ans, et on a un taux de
croissance annuelle de la population de 3,3, c'est en baisse, mais déjà si on peut s'arrêter sur le fait qu'on ait une population de près de la moitié qui est essentiellement féminine. Il est évident que quand on regarde ce chiffre-là, tout de suite, on est tenté de reconnaître que c'est une grande réserve en matière de main-d'œuvre, en matière de capital humain, dans le sens où une personne, c'est aussi un ensemble d'aptitudes, de compétences, de capacités, pour ne pas dire de capacité au sens d'Amartya Sen. Donc oui, quand on voit le chiffre, oui, on voit que les femmes au Mali, aujourd'hui, occupent un nombre assez conséquent. Et la répartition sectorielle, quand on prend un secteur comme par exemple le secteur informel, qui aujourd'hui représente à peu près 70% de la croissance économique qui est créée, on va se rendre compte que c'est un secteur qui est dominé par les femmes. Les petits commerces, les secteurs en rapport avec l'agriculture, les secteurs en rapport avec les petits services. On a une présidente d'une association en charge de la promotion d'un TIC en faveur des femmes. On va se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui existent à travers les réseaux sociaux, à travers TikTok notamment, qui font la promotion de leurs produits. Et quand on voit derrière le compte, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos tantes qui effectivement animent cela. Donc oui, pour dire que les femmes, au jour d'aujourd'hui au Mali, occupent une place centrale dans l'activité économique. Toute la problématique, c'est comment effectivement en tirer davantage profit, et pour ces femmes-là, mais aussi surtout pour l'État à travers les impôts et les taxes. Mais mesdames, quand on regarde un peu justement géographiquement parlant, là où on retrouve beaucoup plus de femmes, les zones rurales on retrouve beaucoup plus de femmes dans les zones rurales, où on a une population de près de 70% qui vivent dans ces zones, madame Tiano. Tout à fait. Et chez nous, dans la 4e région, les femmes cultivent beaucoup le riz et ils transforment beaucoup. Donc moi, je pense qu'actuellement, il y a eu un déclic d'éveil de conscience auprès des femmes. Chaque femme, chaque famille veut faire quelque chose, chaque personne veut montrer qu'il peut faire quelque chose pour lui-même. C'est ce que j'ai fait comme remarque dans notre région. Madame Sangaré, votre zone d'intervention, de prédilection, c'est quelle zone? Vous travaillez beaucoup plus avec les femmes, mais où exactement? Je sais que vous travaillez de façon globale avec les femmes un peu partout au Mali, mais là où vous les accompagnez beaucoup plus, c'est où? Comme vous l'avez dit, ONU Femmes travaille au niveau national. Donc on a des actions partout au Mali. Même au niveau des régions qui sont nouvellement créées, nous avons des actions déjà qui étaient en cours dans ces zones. Mais on se rend compte que si on fait un mapping de nos interventions, c'est-à-dire un mapping interprogramme, on se rend compte qu'on a beaucoup d'activités conjointes entre programmes dans la partie Ségou, Sigasso, plus que les autres. Pourquoi? Bon, je crois que c'est aussi lié au potentiel de ces zones. Parce que, comme vous venez de le dire tout de suite, nous travaillons sur tous les volets qui visent à renforcer l'autonomisation de la femme. Quand on parle de l'autonomisation, il y a plusieurs volets. Peut-être que j'aurai l'occasion de pouvoir revenir là-dessus, parce qu'on a l'autonomisation en termes de capacité de décision, de leadership. On a l'autonomisation économique, mais on a aussi cette capacité de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir exercer pleinement ses droits. Donc nos actions tournent autour de ces thématiques-là, notamment la gouvernance économique, comment faire en sorte que les femmes puissent être élues ou se faire élire au niveau de toutes les instances de prise de décision, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 052. 052, on va en parler dans la seconde partie tout à l'heure. Donc, en prenant en compte la population, en revenant à ce que mon prédécesseur disait, si tu prends le domaine rural, on a 80% de population qui est rurale. Et quand on regarde les statistiques en matière de population dans le domaine rural, on a 18% de population, donc 46% de femmes. Donc ça, c'est énorme. Et c'est pour cela on s'est dit, si on veut impacter la vie des femmes, il faut aller au niveau de ces régions. Et dans ces régions, on se rend compte que
Ségou, c'est vraiment quelque chose d'important dans le développement économique du pays. Madame Diallo, en parlant d'impacter dans les zones rurales, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Oui, bon, déjà, nous intervenons plus en milieu urbain actuellement. Nous avons commencé en milieu rural où, effectivement, nous appuyons les dames, notamment dans leur... Par exemple, je donne l'exemple des femmes qui faisaient la production de beurre de karité, où on les montrait comment prendre des photos pour pouvoir les mettre sur des étiquettes, pouvoir imprimer elles-mêmes leurs étiquettes. On faisait des rencontres régionales où il y avait plusieurs villages, des coopératives qui invitaient, par exemple, beaucoup de femmes à venir regarder comment est-ce qu'elles pouvaient bien récolter les graines de karité pour faire une bonne production de beurre de karité. Donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé, mais avec le temps et de plus en plus, on travaille beaucoup, surtout avec l'émergence du numérique, on va dire ça comme ça, de plus en plus. De façon générale, ce que nous constatons, nous, c'est que il y a eu cette émergence du numérique. Bien sûr qu'il n'y a pas de frontières, mais les populations et encore plus les femmes se sont appropriées ces outils sans réellement savoir comment utiliser ces outils-là, sans réellement être consciente des avantages et des inconvénients de ces outils-là. Donc, essentiellement, il y a cette frange de femmes qui, elle est moins visible, qui arrive quand même à faire des études dans des filières scientifiques, mais qui est moins visible, qui est peu nombreuse. Je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de nombre malheureusement. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien aujourd'hui savoir parce qu'il est temps, enfin. Et qui, à cause des stéréotypes de la société, n'arrive pas aussi à émerger autant. Il y a surtout cette grande frange de femmes ou de jeunes filles qui aujourd'hui ne peuvent pas poursuivre ces cursus scientifiques à cause des stéréotypes justement que nous connaissons. On parle justement de monde rural, on parle de la proportion de personnes qu'on retrouve dans le secteur rural. Je vous invite à suivre ce grand temps qui va nous permettre de revenir sur ces femmes battantes du monde rural. Sur une population de 22 millions de personnes, les femmes maliennes représentent plus de 12 millions. 70% d'entre elles vivent en milieu rural et y effectuent plus de 80% des travaux liés à la production alimentaire, d'après les données d'ONU Femmes. Outre les obligations familiales consistant à fournir la nourriture, l'eau, le combustible et s'occuper du mari et des enfants, les femmes rurales travaillent majoritairement dans le secteur agricole où elles sont à toutes les étapes de la production. Elles sont de plus en plus organisées en coopératives. C'est le cas de Femmes en Action qui regroupe plus de 1800 dames à travers tout le pays. La coopérative Femmes en Action a été créée dans le but de donner un sens aux activités rurales, de mettre en conformité avec les lois ces femmes qui œuvraient dans l'informel, les mettre dans un cadre juridique, les donner une reconnaissance juridique et voir œuvrer ensemble dans un but de nous assurer un avenir ainsi qu'à la jeunesse de ce milieu rural. Selon la FAO, si les femmes avaient les mêmes opportunités, les mêmes chances que les hommes en agriculture, on serait en mesure de lutter efficacement contre la faim en 2 ans. Pour dire que la femme occupe une place prépondérante dans la société. Elle a toujours eu cette capacité à gérer plusieurs tâches à la fois. Et cela lui confère aussi plusieurs aptitudes, surtout en entrepreneuriat. En 2020, 70% de la production agroalimentaire nationale dédiée à la consommation locale était assurée par les femmes en milieu rural. Vous prenez le milieu rural au Mali, partout, dans toutes les régions, l'essentiel de l'activité économique repose sur les activités agro-pastorales. Et ces activités, c'est surtout les femmes qui les assurent. Hein. Les hommes, une fois que l'hivernage finit, pratiquement les hommes n'ont plus d'activité à mener. Mais pendant toute la période de soudure, toutes les activités qui sont menées en termes de maraîchage, d'élevage, de petit élevage,
Tout ça, c'est assuré par les femmes. Donc, leur contribution, c'est vraiment inestimable. Conscients de l'apport inestimable des paysannes dans le développement local, des centres de formation ont été mis en place dans certaines régions du pays pour mieux les outiller sur l'entrepreneuriat. Centre in kɔnɔna na an bɛ baara caman kɛ. An ka baara fɔlɔ-fɔlɔ ye ka yiri turu, ka musow dege a la, u ka se ka nafa sɔrɔ u yɛrɛ y'a la. An y'o formation caman kɛ. Donc yiri nafa fɔlɔ min b'a ka anw yɛrɛ ye, o kɔrɔ ye an b'a dilan bio, nɔgɔ t'a la, a jɛlen don, an b'a dun, a bɛ vitamine s'an ma, bana t'a la. Malgré les efforts réalisés ces dernières années, les femmes restent confrontées à de nombreuses difficultés. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes, surtout en entrepreneuriat. Et elles sont des mères de famille, elles ont plusieurs rôles qu'elles doivent coupler avec leur entreprise. Et cela porte préjudice à leur performance. On voit que les jeunes dames ont du mal à faire carrière. Pourquoi? Parce que notre social pèse. Et malgré quand on va dans nos marchés, on voit des femmes et de plus en plus s'élancent, mais il y en a beaucoup qui ont du mal, qui sont très instruites. Hein. Et souvent après les mariages, après les accouchements, elles ont du mal à suivre le cap et de rester vraiment dans le monde de l'entreprise ou même à la tête de leur entreprise. Donc ça, c'est des handicaps. Donc on a le poids et la société et le social et sont souvent des freins pour l'épanouissement des femmes dans leur activité. Pour faire face aux difficultés financières, la plupart d'entre elles se sont organisées en tontines ou autres groupes d'épargne pour s'autofinancer. Donc, ce système d'épargne-crédit de 5 francs par jour et par femme est quelque chose qui, je crois, devient pratiquement international aujourd'hui, hein, parce que l'exemple, nous l'avons vu en Inde, un groupement de femmes analphabètes qui, avec ce système-là, était parvenu à mettre en place carrément une structure bancaire. Donc, c'est aussi notre objectif aujourd'hui. Au Mali, l'entrepreneuriat rural est dominé par les femmes, mais 92% de leurs entreprises sont informelles. Même si elles évoluent des fois dans l'informel, dans nos zones rurales, c'est elles qui transforment les produits, qui font des collectes, qui se déplacent toutes les semaines pour aller participer à des foires et des marchés pour vendre les produits. Des profils similaires en les structurant à travers des projets, ça donne une entreprise, que ce soit cellulaire ou autre, entreprise individuelle. Mesdames, Monsieur, après ce reportage, j'ai juste envie de vous demander quel état des lieux vous faites justement de cette autonomisation économique des femmes. Je vais commencer par vous, Mme Giraud. Au niveau de Ségou, je sais que vous travaillez avec beaucoup de femmes. Justement, qu'est-ce que vous observez en termes d'autonomisation? Ce que nous observons en termes d'autonomisation et ce qu'on peut constater aussi comme défi dans le domaine de la transformation de nos produits locaux, ça, c'est les problèmes d'équipement. Les femmes, dans la transformation, à tous les 2 ans, elles sont confrontées pour pouvoir renouveler leur équipement en production. Parce que tous les 2 ans, l'équipement devient vétus. Sinon, dans la commercialisation, quand même, avec l'existence du festival sur le Niger, les produits que nous transformons, nous parvenons à les vendre localement, car la population y adhère. Donc les différents festivals qui se sont liés dans la région de Ségou, la population de Ségou connaît tous les produits qu'on peut transformer. Ça se vend quotidiennement. Les entreprises se portent bien, mais c'est les problèmes d'équipement qui les freinent un peu. Et quand vous parlez d'équipement, ça me fait penser tout de suite au problème d'électricité Khalid Dembélé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va partir du général au particulier. En fait, même les hommes dans l'entrepreneuriat font face aux mêmes difficultés en rapport avec l'équipement, en rapport avec un certain nombre de ressources qui sont en termes de production. Maintenant, spécifiquement pour les femmes, l'état de lieu, quand on regarde le reportage de votre télé, on va se rendre compte tout de suite qu'il y a un aspect qui ressort, qui est valable pour tous les genres, notamment la place prépondérante du secteur primaire.
c'est-à-dire le secteur comme l'agriculture, le secteur comme la pêche, l'élevage, domine effectivement l'activité économique. Donc c'est pas si évident, c'est pas si étonnant, je veux dire, que les femmes puissent occuper une place importante à ce niveau-là, parce que c'est quand même une frange très importante de la population. En termes de défis, moi je pense qu'il y a ce qu'on appelle la difficulté de l'imbrication entre le versant sociologique, qui est inhérente à la trajectoire même de notre société, le versant anthropologique qui est inhérent même à ce qu'on appelle le conditionnement même de la femme, mais aussi et surtout le versant religieux, parce que nous sommes dans une société, il ne faut pas quand même l'oublier, on a beau faire la promotion de la femme, l'autonomisation de la femme, il y a un certain nombre de stéréotypes, de façons de voir les choses qui demeurent. Alors comment combiner tout ça avec la tendance, avec la volonté de permettre à nos mamans, à nos tantes, à nos sœurs de ne pas forcément transgresser, mais d'évoluer avec dans une société qui continue de se ressourcer de ces choses-là, en même temps de permettre à nos sœurs de vivre bien. Moi, je pense que c'est le véritable défi. Est-ce que nos sœurs, même nos mamans, est-ce qu'elles ont compris que nous sommes dans une société où il faut faire le maillage avec tous ces versants-là? Madame Diallo, quand on regarde votre secteur, celui du numérique, nouvelles technologies, on a un taux qui est quand même assez élevé au niveau particulièrement des femmes quand on prend l'analphabétisation. Est-ce que tous ces aspects-là, ça joue dans votre capacité à les accompagner? Mais totalement, en fait. Vous savez, même en milieu rural, les femmes, elles ont leur petit téléphone à côté. C'est extraordinaire. Elles n'ont pas forcément tout le temps les moyens de mettre du crédit, de pouvoir se connecter, mais elles l'ont déjà. Le tout, c'est qu'est-ce qu'elles font de ça. Nous, le principal défi que nous avons, c'est surtout qu'est-ce que les femmes font avec ces technologies-là qu'elles ont. Vous allez demander à une femme de cotiser de l'argent tout de suite pour voir Bikini, je donne juste un exemple, l'artiste de son choix, elle sera tout de suite, elle va tout faire, elle va chercher par tous les moyens, trouver le moyen. Mais si c'est pour, par exemple, faire une formation en ligne, là, tout de suite, on va chercher à avoir des organisations pour être financé. Donc, en fait, le défi majeur reste là. Et ça, encore, c'est à un certain niveau. Pour d'autres, vraiment, qui, par exemple, font de la vente en ligne, mais c'est un outil pour accéder aux clients. Alors que derrière, il y a une formation. Il faut non seulement une formation, il y a beaucoup, il y a la manipulation des données à caractère personnel qui intervient, il y a la manipulation de elles-mêmes, leur image. Très souvent, elles ne savent même pas que le fait de se montrer sur ces plateformes fait en sorte qu'elles renoncent à leur droit fondamental de liberté. Parce que tout de suite, on devient une star, des fois on se fait agresser dans la rue. Et voilà, vous voyez, ce sont ces types d'inconvénients et ce sont aussi ces types de difficultés auxquelles nous faisons face. Nous faisons beaucoup de formations dans ce sens et je pense qu'on va en revenir tout à l'heure. Mais le défi majeur, c'est ça. Et comme il a dit, les stéréotypes. Parce que nous sommes dans une société où on dit à la jeune fille, dès le bas âge, tu es une femme, tu es amenée à être mariée. Bon, l'entrepreneuriat, tout ça, les études scientifiques et tout ça là, c'est compliqué, pas forcément pour toi. Et s'il y a même des problèmes de subsistance dans la famille, tout de suite, qui doit arrêter l'école? C'est la jeune fille par rapport au jeune garçon. Et donc, c'est des difficultés qui sont là, qui persistent. Madame Sangaï, je vous donne la parole juste après cette autre donnée qui va nous permettre de parler de l'âge moyen au Mali. D'après les données de l'Institut national de la statistique, c'est 21,4 ans, donc 21 ans, l'âge moyen au Mali. Donc, on a une population très jeune et vous accompagnez, donc particulièrement les femmes. À partir de quel âge, quand on parle d'autonomisation économique, pour centrer sur notre débat, quel est le constat de l'ONU Femmes? Moi, je vais commencer d'abord par saluer les efforts, parce que je sais que si on revient 30 ans en arrière, on sait qu'il y a eu beaucoup d'avancées. C'est vrai que la volonté politique est affichée, d'autant plus que le Mali a ratifié toutes les conventions, notamment la CEDEF qui lutte pour toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. On a, depuis 2011, la politique nationale
sur le JAR qui est en cours d'application et nous sommes en train d'appuyer la révision de cette politique-là. On a la loi 052 qui est un instrument d'application de la représentation politique et dans toutes les instances de prise de décision qui sont là. Donc, je vais juste citer ces quelques éléments. Si on tient compte du niveau rural, on a la LOA, on a la loi sur le foncier agricole qui, quand même, est plus ou moins genre sensible puisque la loi réserve 15% des terres aux femmes et aux jeunes. Donc, cette volonté est affichée, il y a des instruments, mais maintenant, on sait qu'il y a aussi des défis. Si je m'en tiens seulement au niveau représentativité des femmes, quand tu prends les instances de prise de décision qui est par exemple le CNPM, on n'a que 6 femmes sur 31. Donc, ce qui fait que cette représentativité, elle est assez faible. C'est les groupements d'associations qui sont représentés à ce niveau-là. Donc, on sent au niveau de la gouvernance la difficulté pour les femmes de se mettre ensemble pour pouvoir porter le débat au niveau économique, au plus haut niveau, pour être des interlocutrices valables par rapport à ces questions économiques. Je prends juste un exemple. Quand tu regardes les ressources qui sont générées par l'État, c'est plus de 600 milliards, par exemple, de marchés publics qui sont octroyés en 2023. Et la part des femmes est très faible. Nous n'avons pas fait d'études spécifiques sur le Mali, mais au niveau régional, on n'a que 1% des femmes qui accèdent au marché public. Est-ce que, pardon de vous interrompre 2 secondes, est-ce que ce n'est pas aussi parce que, on l'a dit tout à l'heure, les femmes, on les retrouve beaucoup plus dans le secteur informel? Bien sûr, ça c'est un facteur très très prédominant. Je crois qu'il a déjà donné les chiffres. On a plus de 70% des entreprises féminines qui évoluent dans le secteur informel. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut soutenir déjà le passage à la formalité pour les entreprises. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en œuvre un grand programme sous-régional que nous avons appelé Affirmative Procurement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des achats sensibles aux JAR qui profitent à l'accès des femmes au marché public et privé. Donc ça, c'est des instruments qui permettent d'équilibrer. Mais la première des choses, c'est de commencer d'abord par la formalisation des entreprises. Nous, à ONUFEM, depuis 2022, on est en collaboration avec l'Agence pour la promotion des investissements pour appuyer ces activités de formalisation des entreprises à travers la mise en place de ce que nous avons appelé Women Business Center, qui est un guichet unique pour la promotion de l'entrepreneuriat. On va revenir au guichet unique, Madame. Voilà, moi je voudrais intervenir par rapport au taux de pourcentage des entreprises formelles. Là. Ça date de quelle année? Moi je pense que ça a beaucoup évolué. Avec l'arrivée de l'API, voilà, de l'API, surtout les jeunes chez nous à Ségou, et puis les entreprises qui étaient là-bas, même les associations sont parties dans l'entrepreneuriat, les coopératives aussi. Vraiment, ça a beaucoup évolué. Moi je pense que c'est une question de non-information. Les femmes ne savent pas là où partir s'informer pour pouvoir postuler à ces différents trucs-là, pour avoir des marchés nationaux. J'aime beaucoup votre intervention parce que ça nous permet de voir cette infographie qui résume parfaitement ce que vous venez de dire sur la proportion des femmes qui entreprennent. On parle de 27% des femmes adultes entreprennent en Afrique subsaharienne. Je rappelle que c'est un record mondial. Donc, on a beaucoup plus de femmes qui entreprennent en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne, que dans le reste du monde. Et qu'est-ce qui pourrait justement l'expliquer? Et en plus, de quel type d'entrepreneuriat parle-t-on, Dr Khalid Dembélé? Moi, je voudrais préciser le fait que les statistiques données ici sont des statistiques qui sont récentes. On ne trouverait pas mieux il y a 2 ans. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est qu'il faudrait quand même rappeler, en fait, dans le conditionnement même du marché, je ne pense pas qu'il y ait autant de différences, qu'il y ait autant de spécificités pour donner de l'avantage à un entrepreneur du genre masculin et disqualifier l'entrepreneur de genre féminin. Je ne vois pas les critères. Au contraire, d'ailleurs, même quand vous postulez pour les appels d'offres très généralement ou les appels à candidature, généralement, on encourage les candidatures. Ça, c'est pas les nouvelles réformes, c'est pas maintenant nouveau. Je vous laisse réagir juste après qu'il est terminé. Oui, je vais juste revenir là-dessus. Maintenant, les 27% des femmes adultes qui entreprennent, vous allez voir que dans ce taux-là, il y a beaucoup qui sont encore dans les difficultés de formation
formalisation. Parce que la formalité suppose d'abord l'existence d'une comptabilité, suppose l'existence d'un certain nombre de papiers qui est en rapport avec l'égalité avec l'État. Donc ce qui fait que la maman l'a rappelé peut-être dans son passage, peut-être qu'elles ne savent pas l'accès à l'information, mais je pense que même le genre masculin souvent est confronté à ce défi-là. Le problème au Mali, c'est aussi le problème de la formation. Souvent, quand on veut investir dans un secteur, on met les charrues avant le bœuf. On ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut savoir, hein, les conditions, les tenants, les aboutissants du secteur, les informations nécessaires du secteur, élargir sa zone d'incertitude vis-à-vis du secteur. On ne le fait pas. On vient un beau jour et puis on s'engage. Je vous laisse réagir rapidement. Bon, moi, quand même, je ne peux pas le vérifier jusqu'à ce point-là, mais je sais qu'il y a un roche. Là où viennent les marchés, là où ça se consolide même là, c'était tout calculé dans les régions. C'est vrai que c'est une expression mais non, ce n'est pas une expression, c'est une réalité que je vous dis. Je suis membre du patronat de Ségou. Même les restauratrices qui sont dans le patronat, elles se plaignent de ça. S'il y a des événements nationaux qui doivent se tenir à Ségou, par exemple, ça trouverait que les restauratrices et tous ceux qui sont du Bamako, ils viennent tous avec tout pour venir exercer à Ségou. Alors que les locaux, ceux qui sont là-bas dans les restaurations, qui payent leurs impôts, qui payent des quitus et autres là, ne parviennent pas à acquérir de ces marchés-là. Moi, je pense qu'il faudrait bien de revoir les donateurs, les initiateurs même des appels d'offres. Non, en fait, je voudrais préciser le fond de ma pensée. Je dis les critères d'attribution des marchés, je ne vois pas les critères qui encouragent les hommes sur les femmes ou les femmes sur les hommes. C'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il n'est pas interdit pour les femmes de postuler ou de ne pas postuler. Parce que le débat qu'on est en train de tenter d'instaurer, c'est pourquoi c'est tout fort tout tôt. Peut-être ce n'est pas dit, mais pourquoi les hommes réussissent à avoir autant de marchés, peut-être que les femmes. Je veux dire, dans les critères d'attribution des marchés. Maintenant, est-ce que dans ces critères d'attribution des marchés-là, les hommes aussi sont victimes de ce que Maman dit? Mais évidemment, toutes les catégories... Je vois Mme Diallo sourire. Oui, ça me fait juste penser à quelque chose, c'est... Vous savez, quand vous dites que, oui, dans les critères, personne n'est discriminé, mais moi, ça m'a rappelé l'exemple si facile. En politique, c'est que, oui, le parti politique, qu'il y a un parti politique, mais on fait les réunions à 2h, 3h du matin. Et on dit que on n'a pas exclu. Regardez, tout est clair, les textes sont là, il y a réunion. Oui, mais si vous faites les réunions à 3h du matin, de façon à les exclure. Les femmes ne pourront pas. Si vous savez que quand même le rôle de la femme malienne dans la société, c'est elle, c'est elle qui transmet les valeurs. Et dans cette transmission et dans ce rôle qu'elle joue dans la société, elle doit être présente à certains niveaux. Donc forcément, si on doit faire un choix, nous, entre nos familles et notre travail, généralement, la balance penche du côté de la femme. Moi, je voudrais, si vous me permettez... Allez-y rapidement, après on va passer à l'autre infographie. Oui, très rapidement, en fait, je voudrais souligner un aspect. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas de difficulté à avoir des marchés ou à créer leur entreprise ou à exceller dans le monde de l'entrepreneuriat. Voici ce que je dis, je le précise pour qu'on soit d'accord. Je dis, dans les critères d'attribution des marchés, je ne vois pas un critère qui discrimine un genre au profit d'un autre genre. Maintenant, est-ce que dans la manière Madame Sangaï, je vous laisse réagir très rapidement. C'est autre chose. Je crois qu'on a parlé de l'informalité déjà, qui est une contrainte majeure. Et qu'est-ce qui fait que les femmes... Il faut aller au fond des problèmes. Oui, qu'est-ce qui fait que les femmes évoluent le plus souvent dans le secteur informel, à votre avis? C'est déjà lui, il a donné certains facteurs qui sont des pesanteurs aujourd'hui. Du point de vue culturel, au début, la femme n'avait même pas le droit d'entreprendre sans l'aval de son mari ou un tuteur. Et dans certains endroits, c'est toujours le cas. La femme n'avait pas le droit d'aller emprunter sans l'aval de son mari, etc. Donc maintenant, je crois que c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des avancées, mais il ne faudrait pas quand même négliger les barrières qui ne sont pas visibles, qui font que les femmes restent dans ces défis persistants. Parlant du fait que les femmes, par exemple, ont les mêmes, en termes de critères que les marchés publics
ont les mêmes faveurs pour les hommes que les femmes. Mais on se rend compte que pour pouvoir postuler à un marché, souvent on te demande une garantie de préfinancement, ou bien tu es obligé d'aller préfinancer au moins à 30%, à 40% le marché pour pouvoir l'exécuter. Et la femme, elle n'a pas souvent accès au financement. Je vous promets qu'on va revenir sur l'aspect au financement. Je vous invite juste à regarder cette infographie pour parler des secteurs où on retrouve beaucoup plus de femmes entrepreneurs, où les femmes entreprennent beaucoup plus. On parle du secteur agricole, il y a le secteur textile, il y a le secteur du numérique. Dans le secteur agricole, on a 50%, elle représente près de 50% des personnes qui évoluent dans ce secteur-là. Pourquoi on retrouve autant de femmes dans le secteur agricole dans un pays comme le nôtre? La première justification, c'est déjà que le Mali même est un pays agricole, qui a forte vocation agricole. La population est rurale et l'agriculture domine. Quand on prend l'agriculture avec grand A, en tenant compte de la pêche et de l'élevage. Donc, ce qui fait qu'on a presque une parité entre hommes et femmes dans ce secteur. Mais quel est le problème? C'est qu'en termes de nombre, les femmes sont presque égalitaires aux hommes, mais en termes de droit aux ressources, il y a un défi. Le dernier recensement statistique de développement rural indique qu'il n'y a que 1,5% des femmes qui sont propriétaires de parcelles. Alors que vous l'avez dit, pardon de vous interrompre 2 secondes, c'est juste pour repréciser une chose que vous avez dit tout à l'heure, alors que nous avons une loi qui date de 2017, la loi 01 sur le foncier agricole, qui intègre un quota de 15% pour les femmes, donc en parlant pour les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Ça veut dire que la loi est là, et il y a les textes qui sont là pour donner justement pour que les femmes aient accès au foncier agricole. Et là, on parle d'espace aménagé. C'est ce qui là, fait la nuance. Un autre défi. C'est ce qui fait la nuance. Quand on sait que là aussi, il y a un autre défi. Donc, les femmes, comme vous venez de le dire aussi, 50% sont dans le secteur agricole. Ce n'est pas une mensonge. Les femmes, elles sont dans les champs des riches, dans les jardins potagers et dans la transformation à Ségou. Le numérique, on l'a vu, ça fait partie d'un secteur où on retrouve beaucoup de femmes. Mais là aussi, pardon de vous titiller avec cette question, quand on regarde nos réseaux sociaux, arrêtez-moi si je me trompe, on voit beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément de l'entrepreneuriat. On voit plus des gens faire des bêtises que je ne vais pas citer ici. Donc l'éducation au numérique aussi est importante. Totalement. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons développé la branche nouvelle du Mali. Mais pour en revenir rapidement à votre question, c'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que le numérique c'est le raccourci vers le développement pour les femmes africaines. Tout simplement parce qu'avec le numérique, on peut faire sa profession même étant à la maison pour aussi faire ses tâches, ce qu'attend la société de nous en tant que femmes. Donc je pense que c'est surtout sur ce créneau-là que les bonnes dames se sont mises. Mais bien sûr, dans l'application, il y a effectivement beaucoup de couacs, on le voit tous les jours. Mais voilà, elles ont vu déjà l'opportunité, cette opportunité-là de pouvoir faire du business. Le e-commerce, on voit beaucoup de live, beaucoup de personnes qui sont dans leur salon, parfois même dans leur chambre. À 1h du matin, à 2h du matin. Et ça ne dérange pas en général trop le mari. Je vais juste laisser réagir Khalid Dembélé. Je disais qu'il est quand même important de revenir sur le fait que le financement. Vous savez, l'aspect du financement au Mali avec les entrepreneurs, les hommes aussi, ma soeur, toi et moi, sont butés aux mêmes difficultés. On demande des collatéraux aux hommes, on demande des titres fonciers aux hommes, on demande des garanties aux hommes. Donc ce qui fait que c'est un critère auquel l'ensemble des entrepreneurs de chaque genre est confronté. Maintenant, l'agriculture, vous l'avez souligné, c'est aujourd'hui à peu près 35 à 40% du PIB. Donc ce qui fait que si la femme c'est 49, si je me fie à votre statistique, parce que pour moi c'est un peu plus que 7% de la population, le dernier recensement en 2022 de l'Instat, c'est sûr que ça a évolué. Et il est évident que oui, dans l'économie, dans ce secteur d'économie-là, qui est l'agriculture, la pêche et l'élevage, ils vont également effectivement... mais moi, je voudrais quand même vous dire quelque chose, chers amis. Vous savez, nous sommes dans un contexte. Une femme existe parce qu'il y a une société. Une société a une trajectoire. Je ne dis pas, encore une fois, dans mes discussions, que les femmes n'ont pas droit à toutes ces choses auxquelles aujourd'hui les hommes ont. Voilà, les hommes. Je voudrais dire que c'est un processus et il faudrait également prendre en compte la trajectoire même de la société.
En fait, ces lois-là, qui font la promotion de l'autonomisation sur le plan personnel, social et économique, existent dans une société. Donc on ne peut pas faire fi de ces contraintes sociologiques-là du jour au lendemain, quoi. Tout à l'heure, vous parliez de financement pour montrer que chez les femmes, c'est beaucoup plus difficile. Je vous invite à regarder cette dernière infographie de cette première partie d'émission. En parlant de principales difficultés des femmes entrepreneurs en Afrique, près de 70% déclarent que le manque de financement, donc le manque de capital, freine la mise en œuvre de leurs projets. Et quand on les interroge, elles disent que c'est parce qu'elles n'arrivent pas à fournir des garanties au niveau des banques, notamment des garanties foncières, un titre foncier, et bien plus encore. Madame Thiaw, comment justement vous travaillez avec ces femmes-là qui ont des difficultés d'accès au financement? Bon, ce que nous, quand même, nous conseillons à nos différentes femmes, c'est de s'autofinancer. Comment? Donc, quand tu fais ton potager, tu vends, l'argent que tu trouves là-dedans, tu prends les 1% de cela pour ta propre consommation et les 3%, tu injectes ça dans ton entreprise. Mais avec ma petite expérience, quand même, moi, j'ai commencé comme ça. Avec ma petite expérience. Donc, je ne cesse de dire aux femmes de procéder comme ça. Pour un début. Pour un début. Voilà, quand vous arrivez à être un peu grand, à avoir des marchés sur le plan national et international, donc moi je les conseille, si vous ne parvenez pas à avoir de l'argent auprès des banques ou bien des caisses d'épargne, il faudra faire payer le client jusqu'à 50% du produit. Ça aussi, ça a marché pour certains. Oui. Parce que si tu travailles bien, les gens connaissent tes produits, surtout dans le domaine de la transformation. Ça a beaucoup aidé. Mais les clients ne vont pas fuir pour aller chez les hommes non. Vous allez faire un petit contrat. Donc, à la commande, si la personne a besoin, par exemple, de 2 tonnes de fonio, par exemple, des 2 tonnes de fonio, ça fait à peu près 600 000 ou bien 1 200 000. Donc, tu vas lui dire à la commande de payer les 50% de ça. Donc ça te permettra de payer ta matière première, de travailler d'abord. C'est pas donc à la livraison, mais 50% d'avance. Oui, 50% d'avance. Non, 50% du prix d'achat même de la matière. Oui, en avance. Donc les 50%, ça te permettra de travailler, de le fournir. Donc à la livraison, par exemple ici à Bamako ou à Dakar, donc il va te donner les 50%. Ou bien à la livraison auprès du transitaire, il va payer les 50%. C'est comme ça que ça fonctionne avec nous quand même. Moi, ma toute première commande, c'était 20 tonnes de sésame en 2008. Quand j'ai été à Tel Aviv. Donc, je suis venue avec une lettre de crédit à Ségou. Donc, à ma banque, moi, j'ai domicilié à la BDM, à la BNDA. On va éviter les tout de suite, seulement, le banquier, il m'a donné l'argent. Il m'a donné l'argent. Quand même, Dieu merci, moi je n'ai jamais été confrontée à des problèmes de trésorerie. Mais Madame Sangaré, justement pour ces femmes-là qui sont confrontées à cette difficulté de financement de leur projet, vous, ONU Femmes, qu'est-ce que vous faites pour elles? Oui. Maintenant, pour revenir déjà à la situation en donnant les statistiques, quand on dit que les femmes n'ont pas accès, 70%, vous avez dit ça, c'est au niveau Afrique subsaharienne. Mais au niveau Mali, c'est les statistiques même de l'État, les statistiques du secteur du développement rural qui indiquent que ce n'est que 10% des femmes au niveau rural qui sont dans l'agriculture, qui sont chefs des parcelles, qui ont pu avoir un crédit de campagne. 10%. Donc ça veut dire que sur l'ensemble, 90%, c'est pour les hommes. Donc, mais si pas nécessairement pour les hommes, 90% n'ont pas accès, parce que même les hommes que j'ai reçus ici dans le cadre du financement agricole se plaignent, je vous rassure. Sur déjà les 100% qui ont accès au crédit, ce n'est que 10% qui ont accès au crédit de campagne. Donc ça, c'est un indicateur assez significatif en matière de contrats. Mais si vous voulez comprendre les raisons liées à ça, il faut aller jusque dans nos cultures, dans nos us, et la religion vient s'ajouter. Parce que, comme pour répondre à ma question, les femmes viennent vous voir. Elles ont des problèmes de financement de leur projet. Vous, ONU Femmes, qu'est-ce que vous faites pour elles? Nous agissons sur plusieurs leviers. Je crois que c'est important d'avoir des données. C'est pour cela que les données sont des moyens de plaidoyer. Je me rappelle qu'on avait entrepris une étude sur l'entrepreneuriat féminin en son temps, en 2017,
pour déjà mettre avec l'Agence pour la promotion des investissements, nous on a eu l'occasion d'utiliser ces données-là ici. Donc c'est important d'avoir des données de plaidoyer, parce que ce sont ces plaidoyers qui peuvent permettre après de faire changer les politiques, les normes, etc. Mais nous agissons aussi sur tout ce qui est développement des stratégies qui puissent prendre en compte le genre. Donc c'est pour cela que nous avons appuyé le ministère de l'entrepreneuriat féminin à élaborer la toute première stratégie nationale de l'entrepreneuriat, qui a des composantes spécifiques sur l'accès au marché et au financement pour les femmes, et avec un plan d'action quinquennal. Donc ça permet déjà de lever certaines contraintes au niveau institutionnel. Maintenant, au niveau opérationnel, nous travaillons avec le secteur privé. Et vous avez demandé de ne pas citer des banques, mais aujourd'hui, comme on le dit, si c'est 35% du PIB est généré par un secteur, il est important que les acteurs clés qui puissent influencer ce secteur-là, que vous ayez des partenariats stratégiques avec ces acteurs, notamment la BNDA, qui est l'une des plus grande banque de développement agricole. Donc, la BNDA qui finance à hauteur de 60 milliards de francs CFA par an le secteur agricole, on en a parlé il y a quelques jours. La BNDA qui est détenue à 77% par l'État malien. Effectivement, nous avons eu un partenariat avec cette banque. Nous avons eu un partenariat avec d'autres acteurs du secteur privé, notamment des entreprises qui sont sur la filière carité. On sait aujourd'hui que la carité est une filière où les femmes sont positionnées de manière importante, où ça génère des milliards par an. Donc nous avons fait en sorte que les femmes puissent avoir les capacités d'identifier leurs besoins de financement, de mettre tout un mécanisme d'accompagnement pour l'élaboration des business plans, les accompagner pour l'intermédiation financière, mais aussi le suivi post-financement. Donc ce qui nous a permis de mobiliser plus de 278 millions de francs pour ces femmes-là en matière de financement. Mais je sais que ce n'est pas assez. Donc, il manque encore des choses à faire. Il manque encore beaucoup de milliards dont ces femmes ont besoin pour continuer à attaquer, par exemple, le premier secteur pourvoyeur de ressources qui est le marché public. Justement, vous allez nous en parler dans la seconde partie, mais je vais vite laisser réagir Dr Khalid Dembélé et Madame Diallo sur les questions, les défis de financement. Vous l'avez dit, même les hommes ont cette difficulté d'accéder au financement sans trop de peine. Mais quand on regarde les données, les femmes sont beaucoup plus touchées. C'est vrai qu'il y a un aspect religieux en matière de partage, voilà. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, le système monétaire, pas qu'au Mali, mais de la zone même, pose un problème en matière de financement des projets. Et les femmes ne sont pas les seules à être butées à cela. Moi, je pense qu'au-delà de l'aspect religieux que Madame a parlé, il faut quand même également rappeler qu'une femme peut également être butée à l'accessibilité du crédit à cause de la non-fourniture d'une pièce, à cause de la bonne tenue de la comptabilité, à cause de... Donc je pense qu'il y a d'autres causes qui peuvent effectivement disqualifier l'intéressé, qui ne sont pas forcément liées au fait. Mais là, je reste vraiment très sceptique sur le fait que sur les 100%, 10 revient à la femme et les 90% revient aux hommes. Je ne pense pas que... Madame Diallo, ce sont les données du ministère de l'Agriculture. L'annuaire statistique Madame Diallo, très rapidement, on sait que le secteur numérique est un secteur qui est aujourd'hui et qui a le vent en poupe, c'est clairement un secteur d'avenir. Est-ce que au niveau avec les personnes avec qui vous travaillez, vous sentez cette difficulté d'accéder au financement? Oui, généralement les jeunes dames que nous recevons, même dans le secteur du numérique. Ah oui, il y a excusez-moi, mais il y a des développeuses au Mali. Il y a des dames qui évoluent dans tous les secteurs clés du numérique, que ce soit le câblage réseau, que ce soit l'intégration de solutions informatiques, que ce soit la pose des réseaux de fibres. Il y a des femmes dans tous ces secteurs-là. Et laissez-moi vous dire qu'elles viennent souvent chez nous pour justement dire « Ah bon, nous n'avons pas d'emploi. Ah bon, ok, nous avons des idées que nous aimons développer. » Donc nous aussi, nous avons besoin de financement. Non seulement de financement pour la formation, mais aussi pour l'infrastructure. Il faut se le dire, quand on parle de numérique, on parle d'innovation et les technologies avancent très vite. Donc, il faut du réseau, il faut de la connexion et tous ces aspects, ça coûte énormément. Juste, j'ai envie de rajouter ce point qui me tient à cœur, c'est quand monsieur il dit que il y a 10% pour les femmes et que les hommes, est-ce qu'il y a des... Mais
À part les hommes et les femmes, il y a quoi d'autre? On va marquer une pause. Je vous donne la parole juste après. Je vous donne la parole, promis. Je vous donne la parole juste après cette petite pause qui va nous permettre d'évoquer de façon concrète comment les femmes peuvent justement atteindre ce niveau d'autonomie et contribuer concrètement à l'économie nationale. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est autonomisation des femmes, un atout pour l'économie. Je suis toujours en compagnie de nos 4 spécialistes. Merci mesdames, merci messieurs d'être restés sur ce plateau. Avant de vous donner la parole, je vous laisse juste suivre ce point de vue. L'inégalité salariale entre hommes et femmes à compétences égales dans le monde du travail, pour moi, c'est tout simplement synonyme d'injustice sociale. Alors, on sait comment est-ce que la petite fille étudie, quelles sont les conditions socio-économiques dans nos pays. Particulièrement au Mali, c'est très complexe. L'effort qu'une fille fournit pour arriver à un certain niveau dans les études, c'est factuel, c'est énormément plus élevé que l'effort que les hommes fournissent à l'école. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Et arriver après tout cet investissement personnel-là à un certain niveau dans le monde du travail et être face à une certaine injustice qui veut qu'à compétences égales, nous ne soyons pas traités de la même manière, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut corriger si nous voulons que la société soit plus inclusive, si nous voulons redonner à la femme cette place de choix dans le développement du Mali. À compétences égales, salaire inégal. Mesdames, vous pensez, comme cela a été dit tout à l'heure, que c'est une injustice? Je vais commencer par vous, Madame Sangaré. Merci de me donner la parole. Je voudrais juste répondre sur les propos de ma sœur, Madame Diallo, par rapport à l'opportunité que le secteur numérique présente par rapport à l'auto-emploi, mais aussi l'entrepreneuriat des femmes et des filles. Et dans ce cadre-là, ONU Femmes a une initiative novatrice régionale qui concerne 11 pays qui s'appelle African Girls Screen Code. L'idée, c'est quoi? Elle a dit le défi premier, c'est le renforcement des filles dans le domaine du codage. C'est ce que nous faisons. Et nous les dotons de matériel et d'infrastructures que nous avons mis en place, notamment au niveau de l'AGTIC, mais nous continuons à mobiliser des ressources pour que les filles aient plus d'infrastructures numériques pour développer des programmes informatiques qui puissent leur permettre d'être employées par les secteurs privés, les secteurs publics, mais aussi de s'auto-employer en développant leur propre business. Maintenant, pour revenir à la question, en 2022, le taux d'emploi au niveau national était de 64%. Mais on avait 80% de ces emplois qui concernaient les hommes, seulement 50% pour les femmes. Donc il y a 30 points d'écart déjà par rapport au taux entre les hommes et les femmes par rapport à l'accès à l'emploi. Ça, c'est déjà quelque chose qui est significatif. Et je sais qu'en termes de rémunération, quand vous prenez la loi ne fait pas de discrimination dans ce sens-là. Mais c'est dans la pratique, au fait, qui fait que souvent, les postes les plus rémunérés reviennent aux hommes. Pour les raisons qu'on a évoquées lors de la première partie. Et la première des raisons, c'est que le travail domestique non rémunéré est dominé par les femmes. C'est la structure même de notre société qui fait que on assigne ces femmes, ces tâches d'entretien des enfants, de s'occuper des grandes personnes, d'amener l'enfant à l'école, d'aller faire la cuisine, d'aller chercher de l'eau, etc., qui est dédié aux femmes. Donc, ça fait 17 heures de plus de travail pour les femmes que les hommes. Donc, ça, c'est une entrave déjà qui fait que, par exemple, quand une femme est employée dans un secteur quelconque,
on s'est dit, elle ne peut pas avoir de poste de responsabilité parce qu'après, elle vient en retard, elle a des absentéismes, alors que ces absentéismes-là et ces retards sont dus à ces facteurs socio-culturels qui font qu'on a réparti les rôles. L'homme, il a le rôle d'aller chercher de l'argent et la femme doit rester à la maison. Celle qui s'entête au moins pour aller travailler. Donc, on s'est dit qu'elles peuvent être secrétaires, elles peuvent être dans des emplois les moins rémunérés, et c'est les hommes qui deviennent PDG, qui deviennent directeurs, etc. Donc, l'écart est remis. En 2022, le taux d'emploi au niveau national était de 64%. Mais on avait 80% de ces emplois qui concernaient les hommes, seulement 50% pour les femmes. Donc, il y a 30 points d'écart déjà par rapport au taux entre les hommes et les femmes par rapport à l'accès à l'emploi. Ça, c'est déjà quelque chose qui est significatif. Et je sais qu'en termes de rémunération, quand vous prenez la loi ne fait pas de discrimination dans ce sens-là. Mais c'est dans la pratique, au fait, qui fait que souvent, les postes les plus rémunérés reviennent aux hommes. Pour les raisons qu'on a évoquées lors de la première partie. Et la première des raisons, c'est que le travail domestique non rémunéré est dominé par les femmes. C'est la structure même de notre société qui fait que on assigne ces femmes, ces tâches d'entretien des enfants, de s'occuper des grandes personnes, d'amener l'enfant à l'école, d'aller faire la cuisine, d'aller chercher de l'eau, etc., qui est dédié aux femmes. Donc, ça fait 17 heures de plus de travail pour les femmes que les hommes. Donc, ça, c'est une entrave déjà qui fait que, par exemple, quand une femme est employée dans un secteur quelconque, on s'est dit, elle ne peut pas avoir de poste de responsabilité parce qu'après, elle vient en retard, elle a des absentéismes, alors que ces absentéismes-là et ces retards sont dus à ces facteurs socio-culturels qui font qu'on a réparti les rôles. L'homme, il a le rôle d'aller chercher de l'argent et la femme doit rester à la maison. Celle qui s'entête au moins pour aller travailler. Donc, on s'est dit qu'elles peuvent être secrétaires, elles peuvent être dans des emplois les moins rémunérés, et c'est les hommes qui deviennent PDG, qui deviennent directeurs, etc. Quand vous dites que, admettons, je ne suis pas d'accord, mais admettons que ce que vous dites, effectivement, est vérifié. Alors, si toutefois 90% reviennent aux hommes, vous avez dit dans un premier temps qu'il y a des aspects religieux. Au-delà des aspects religieux, moi, je pense qu'il y a d'autres facteurs très objectifs, très logiques et très rationnels qui ont disqualifié ces femmes-là. Moi, je pense que si nous discutons également sur ce sujet-là, c'est d'abord et avant tout, effectivement, ces facteurs-là qu'il faut chercher à remédier. Qu'est-ce qui fait que ces facteurs objectifs ne permettent pas à nos dames, à nos mamans, à nos sœurs, à nos tantes, d'avoir accès au financement? Comment faire pour remédier à cela? Ça, c'est le premier, le second aspect. Le troisième aspect, quand on dit effectivement que les hommes ont les postes de responsabilité plus que les femmes, ça peut être vrai peut-être hier, mais aujourd'hui, de plus en plus, je pense qu'on a des femmes directeurs d'agences de banque, on a des femmes PDG, on a des femmes responsables de projets ONU Femmes, on a des femmes responsables d'associations qui font la promotion pour appeler, on a des femmes qui sont responsables d'associations qui évitent. Donc je pense que le processus, ça évolue. Ça évolue. La précarité de l'emploi, permettez-moi de vous le dire, la situation de l'emploi au Mali ne fera pas que les femmes. Cette inégalité-là, des efforts fournis et rétribution n'est pas que je suis d'accord que oui, dans certains secteurs, pour X ou Y raison, on a tendance effectivement à privilégier le genre masculin. Peut-être qu'il faudrait effectivement amener des réflexions sur ce point-là pour améliorer. Mais globalement, de façon générale, il faut également rappeler que c'est le secteur même de l'emploi, la réalité même de cette précarité souvent qui a tendance à répercuter sur les deux genres. Vous parliez d'évolution ces dernières années, on va justement en parler. Les femmes se sont regroupées pour faire face aux différents défis qu'elles rencontrent. Elles ont réussi à réaliser de belles choses à Zantiebougou. Je vous propose de regarder ce cas d'école. L'Union des sociétés coopératives de Sabati est l'une des organisations féminines du monde rural les plus dynamiques et les mieux organisées du pays. Elle est située à Zantiebougou, dans la région de Bougouni. Il y a 17 ans, les femmes de cette localité ont décidé de pratiquer la tontine traditionnelle en sous-groupe de 15 à 25 personnes par village. Avec le temps, elles sont passées de simples groupes d'épargne individuels à une union des sociétés coopératives qu'elles ont baptisée Sabati.
Aujourd'hui, cette organisation des femmes rurales compte près de 1900 membres issus de 21 coopératives et de 21 villages. De façon concrète, ces femmes travaillent dans le secteur agricole où elles produisent, transforment et commercialisent les céréales et les légumes. Par an, ces dames mobilisent plus de 700 tonnes de niébé, 170 tonnes de mil, 100 tonnes de maïs et plus de 100 tonnes de sorgho. Rien qu'à Zantiébrou, cette coopérative dispose de 35 hectares de terres cultivables sur 210 hectares, négociés avec les autorités locales et répartis entre les 21 villages. Afin de rendre leur travail beaucoup plus efficace et rentable, ces femmes disposent de nombreux équipements tels que 3 tracteurs, 3 batteuses, un camion de 35 tonnes, un minibus et des machines de transformation des produits agricoles. C'est après avoir constaté l'extrême pauvreté dans laquelle plusieurs femmes du monde rural étaient plongées que de nombreux programmes visant à les aider ont vu le jour. C'est le cas du projet Épargner pour le changement, initié par Oxfam Mali en 2006 dans plusieurs régions du pays, dont Bougouni. Le dit projet a permis de renforcer les capacités des femmes paysannes tout en leur facilitant l'accès aux services financiers. Notons que l'Union des sociétés coopératives de Sabati a pour principal client le PAM, Programme alimentaire mondial, ce qui, en croire certains, encourage ces femmes rurales à produire et transformer localement. Madame Thiero, oui. On parlait tout à l'heure de difficultés de financement, mais ce qu'on constate en même temps, c'est qu'on a de plus en plus de tontines, d'épargne, de coopératives surtout, où on retrouve des femmes qui s'entraident et qui arrivent à faire de belles choses. Tout à fait. Ces genres de tontines se passent aussi chez nous à Ségou là-bas. Les différentes coopératives qui sont bien organisées et des associations font des tontines pour s'autofinancer. Donc je pense qu'avec les coopératives et des petites tontines comme ça peut beaucoup aider les femmes à avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins dans les petites entreprises. Dans ces tontines-là, c'est parfois des sommes dérisoires, c'est des petits montants qu'on cotise par jour, par mois? Non, c'est des montants qu'on verse tous les semaines. Par exemple, si vous fixez ensemble que tous les mardis, il faut qu'on se voit, chacune va amener 250 francs. Les 50 francs là, ça c'est pour la caisse. Les 200 francs là vont rester. Donc, tous les 4 semaines, donc, on fait des crédits à des différentes femmes. Donc, pour un montant de 5%. Donc, après un mois, tu vas faire un mois avec ces montants-là. Donc, tu vas les rembourser avec 5% d'intérêt. C'est comme ça que ça se passe. Et ça fonctionne bien dans certaines coopératives. Les femmes arrivent à s'entendre, à travailler ensemble. Tout est écrit, tout est connu. À la fin de l'année, tes 200 francs que tu as pu verser pendant les 12 mois de l'année, là, on va te les restituer. Mais les 50 francs là vont rester dans la caisse. À ce niveau, on n'entend pas qu'il y a eu quelqu'un a fui avec la caisse. Ça se fait assez bon. Madame Sangaré, est-ce que pour vous, c'est beaucoup plus facile d'accompagner des femmes, de les aider quand elles sont réunies en coopérative? Oui, bien sûr. Je crois que nous sommes dans l'approche individuelle quand on parle d'entreprises féminines. Et qui sont à un certain niveau, parce qu'il faut prendre, il faut prendre en compte le fait que les entreprises, c'est des steps. On a des niveaux les plus bas, au niveau rural, on a les niveaux intermédiaires, on a des niveaux vraiment très élevés. Donc, à chaque niveau, il faut adapter la stratégie qu'il faut avec. Quand elle parle de tontines, nous avons accompagné des femmes au niveau rural, dans le domaine de l'agriculture. Actuellement, on a même des projets pisciculture sur les cages flottantes et en étang qui marche très bien, mais qui permet aussi en même temps de renforcer la capacité d'autofinancement des femmes. Ça, c'est important. Déjà, la structuration qu'elles ont, il faut renforcer, qu'elles formalisent ça pour qu'elles puissent au moins apporter l'apport personnel quand elles ont besoin. Et quand elles arrivent à un certain niveau où il faut plus de financement, il faut aller vers les banques. On s'est dit, il ne faut pas maintenir les femmes comme des micro-citoyens où elles ne peuvent avoir accès qu'au microcrédit. Alors que les femmes sont des citoyens à part entière, elles ont aussi le droit d'évoluer et d'atteindre des ambitions plus élevées et d'avoir accès à des crédits plus importants qui n'est pas les microcrédits, qui n'est pas l'épargne. Et à ce niveau, qu'est-ce que vous faites pour elles?
c'est à ce niveau qu'il faut aller à un niveau plus élevé où il faut vraiment faire en sorte qu'elles travaillent avec les banques classiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec certaines organisations internationales comme la BAD. On est en train d'envisager de collaborer avec la BOAD pour qu'on ait des lignes de crédit spécifiques qui puissent favoriser l'accès au financement des femmes. Je sais que le gouvernement aussi a des initiatives en cours. Donc, nous voulons qu'on sorte de ce phénomène récurrent où les femmes sont dans microcrédit. Si on veut accompagner les femmes, il faut les accompagner dans épargne-crédit. Alors que à un certain niveau, les femmes aspirent à aller plus loin, à contribuer de manière significative à l'économie. Donc, quand elles sont dans le secteur formel, elles veulent s'attaquer au marché public. Ce n'est pas les microcrédits qui vont faire leur affaire. Donc, c'est là où vraiment il faut aller à un niveau plus élevé, mettre en place des mécanismes plus structurés. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Promotion de la Femme, l'Enfant et de la Famille pour la mise en œuvre, la finalisation et la mise en œuvre d'une feuille de route qui va permettre de s'attaquer aux causes structurelles qui font que les femmes restent à des niveaux intermédiaires et n'arrivent pas à avancer. Et quand on regarde ces causes structurelles, on a parlé du travail domestique non rémunéré, sur lesquels nous sommes en train de travailler parce que les gens ne reconnaissent même pas ce travail. Vous êtes en train de travailler sur cet aspect, rassurez-moi. Vous n'êtes pas en train de me dire que vous êtes en train de trouver une solution. Comment elles vont être rémunérées à travers ce travail domestique? Non, ce n'est pas le travail non rémunéré, n'est pas égal au travail rémunéré. Le travail domestique non rémunéré, c'est le travail que les femmes font. Alors qu'il y a le travail domestique rémunéré. C'est ce que les bonnes et d'autres agents font qui sont rémunérés. Mais les femmes font beaucoup de travail qui ne sont même pas reconnus. On ne pense même pas que c'est un travail. Quand quelqu'un a sa femme qui travaille à la maison, qui s'occupe de la famille, qui fait le dîner, le déjeuner, qui s'occupe de la maman, qui amène tout le monde à l'école. C'est ça le travail? C'est non rémunéré, ce n'est même pas reconnu. Le mari va te dire que sa femme ne travaille pas. Alors que ça, c'est du travail. C'est parce qu'elle fait ce travail que le mari a la conscience tranquille. Il a le temps nécessaire d'aller travailler et chercher de l'argent. Je pense que Khalid Dembélé va vous reprendre en quelques instants. Mais avant, Madame Diallo, effectivement, on ne le dit pas assez. Même quand les femmes ne travaillent pas officiellement, je veux dire, quand elles n'ont pas un travail rémunéré, en réalité, elles travaillent. Elles préparent, elles s'occupent des enfants et tout ça. Mais justement, comment faire en sorte que ce travail-là soit beaucoup plus valorisé? Comment faire en sorte, on parle là d'autonomisation, aujourd'hui, et arrêtez-moi, Madame Sangari, si je me trompe, quand une femme ne travaille pas, elle dépend beaucoup plus de son homme. Et parfois, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Oui, bien sûr, nous, on a valorisé, au fait, ce travail. On a essayé de prendre en compte si c'est quelqu'un qu'on employait pour faire la cuisine. Il y a des cuisiniers spécialistes. Il y a des enseignants pour être tuteurs, etc. On est parti sur la base de ce genre de raisonnement pour valoriser ce travail. Et ça fait 19% du PIB en 2029. On va parler du PIB tout à l'heure. Je vous écoute, Madame. Je pense qu'elle a déjà pris la parole à ma place. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que je vais enchérir. C'est que, vous savez, maintenant, le discours a un peu changé. Avant, les jeunes filles aspiraient vraiment à... Oui, il faut que je trouve un mari pour me marier, mais de plus en plus... Vous pensez que ça a changé? Oui, ça je vous dis, de plus en plus, les jeunes dames que nous rencontrons, elles disent que mon premier mari, c'est mon travail. Vous voyez, donc déjà maintenant, ça commence à changer. Et je pense que c'est aussi le résultat de tous ces travaux qui sont en train d'être faits, qui fait qu'aujourd'hui, on a cette visibilité, on a cette vision de se dire que, bon, quelque part, ce que nous faisons joue sur notre performance professionnelle et que quelque part, il doit avoir un retour. En fait, en soi, le mariage est un projet, cher ami. Moi, je pense qu'il faudrait à un moment donné comprendre que dans un couple, les rôles sont à peu près compris. Un mari qui paye sa femme parce que la femme s'occupe de ses enfants, parce que la femme s'occupe de la maman, parce que la femme cuisine, parce que la femme fait... c'est pas interdit, hein. Moi, je ne suis pas contre. Aucun homme, je ne pense pas que tu pourrais être contre. Mais en fait, dans une société, avec tout ce qu'on a comme trajectoire sociologique, avec tout ce qu'on a comme... On peut encourager les femmes à travailler, on peut encourager à ce qu'elles puissent avoir un boulot. Mais le peu qu'elles font souvent à la maison, le week-end, quand elles préparent pour nous, le soir, quand elles rentrent, elles préparent pour...
qu'on doit leur payer pour ça. Je pense que la réflexion Correction. est trop Personne n'a dit de les payer pour ce travail. C'est juste de valoriser ce travail. Madame, de se dire que c'est un travail. Je peux revenir là-dessus. Très rapidement, parce que là, il nous reste quelques à chaque secondes. fois, quand on parle de travail domestique non rémunéré, les gens pensent qu'on demande à ce qu'on paye les femmes. On ne demande pas de payer les femmes. Vous parlez de valoriser. C'est-à-dire de se dire que c'est un travail à part entière. Ça peut être même une décision pour une femme de rester au foyer pour s'occuper des aspects à part entière pour permettre à son mari. Ça peut être une entente dans le foyer. Mais quand la femme fait ce travail, elle peut même être un employé à part entière dans une entreprise. Comme c'est mon cas aujourd'hui, je suis coordinatrice de programme, mais je fais le travail domestique non rémunéré. J'ai passé le week-end à cuisiner, à m'occuper d'une vieille maman qui est chez moi, à faire tout ce travail-là. Il faut qu'on se dise que c'est un travail. On ne demande pas à ce que ça soit payé. On demande à ce que ça soit valorisé et qu'au fil du temps, qu'on puisse redistribuer. Parce qu'on se dit qu'on est dans une société, la société est aussi amenée à changer. D'où la masculinité positive. Il faut que les hommes se disent que nous aussi, on a un rôle à jouer. On peut alléger nos femmes. Contribution des petites et moyennes entreprises féminines au PIB en Afrique, 30% de produit intérieur brut. C'est la contribution des femmes au produit intérieur brut en 2022. Quand on regarde cette contribution, vous me direz que les hommes ont une contribution beaucoup plus grande pour toutes les raisons qui ont été évoquées ici. Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, pour arranger le système, pour le dire trivialement, pour faire en sorte que ces femmes travaillent si elles le souhaitent, qu'elles soient rémunérées à hauteur de souhait, qu'on soit dans le monde idéal que vous avez cité à l'entame de cette émission. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, on a parlé des avancées. Aujourd'hui, Khalid Dembélé, on a j'ai envie de dire, le Mali a rectifié toutes les lois. On a même la loi donc 2015-052 sur l'institution des mesures pour promouvoir donc le genre dans l'accès des fonctions nominatives. On a donc la loi sur le foncier agricole avec 15% pour les femmes. On a aussi les droits relatifs aux personnes vivant avec un handicap, notamment les femmes, pour leur permettre d'entreprendre. On a toutes ces lois, mais on constate que les défis persistent. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à faire? Moi, je pense que le défi aujourd'hui au Mali de l'emploi, c'est la formation, en fait, de mon point de vue. Et ça, c'est valable même pour les deux genres. Même si l'objet de la discussion, c'est effectivement la genre féminine, moi je pense qu'il est important qu'il y ait des programmes qui sont en phase. Il y a deux genres. Et j'estime qu'il est important qu'il puisse y avoir effectivement ces projets-là qui renforcent ces capacités-là, ces aptitudes. Moi, de mon point de vue, c'est là où vraiment les États, où nos États doivent beaucoup plus accentuer leur effort. L'accès à l'entrepreneuriat, comment expliquer que ça a été, quand on regarde les données, il y a quelques années, on avait moins de femmes qui entreprenaient. Aujourd'hui, on a un peu plus et peut-être que demain, ce sera mieux. Mais ce qu'on constate, c'est que le fait que les femmes aient accès à l'éducation de plus en plus fait en sorte qu'elles entreprennent plus, elles prennent plus d'initiatives, elles créent plus d'entreprises. Donc, leur impact dans la société est beaucoup plus grand. C'est important, c'est crucial. Si on veut faire évoluer une société, la première des choses, c'est l'éducation. Il faut faire en sorte qu'on puisse éduquer nos petites filles et qu'on puisse les alléger. Parce que je reviens et faire un lien entre l'éducation des filles et le travail domestique non rémunéré. Parce que notre analyse a aussi montré qu'à un certain âge, quand la petite fille atteint 10 ou 12 ans, il y a une partie du travail que sa maman fait qui est transférée à la jeune fille. Parce qu'elle s'allège. On dit que la fille doit aller se marier, elle doit apprendre. Donc, elle devient plus surchargée que son homologue garçon pour faire les études. Donc, ce qui joue sur ses performances scolaires. Beaucoup de filles abandonnent l'école parce qu'elles doivent aller chercher de l'eau pour sa maman, elles doivent cuisiner, etc. Elles doivent faire le petit commerce. Vous voyez les jeunes filles qui sont dans la rue, qui font le petit commerce. Même le travail forcé, le mariage forcé. Des filles qui sont mariées à 15 ans, à 13 ans, font que souvent leur éducation est stoppée. Donc, tant qu'on n'arrive pas à remédier à ces défis-là, la question de l'éducation des filles ne pourra pas avoir l'ampleur que nous voulons pour qu'au niveau sociétal, qu'on ait cette masse critique
de jeunes filles et garçons qui puissent être bien éduqués, compétentes pour faire face aux défis de l'heure. On est dans un environnement global, on est dans l'UEMOA, on est dans l'Union africaine, on est dans un monde qui est aujourd'hui globalisé, où la première des choses, c'est la capacité. Et cette capacité ne s'acquiert qu'avec l'éducation. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vais vous donner l'opportunité de dire le mot de la fin. Comment 30 secondes, je vais commencer par vous, Madame Diallo Assetou Diarra. En termes de numérique aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner davantage des femmes à entreprendre dans ce secteur? Je sais que vous faites des formations et à ce niveau, comment est-ce que vous travaillez avec ces femmes? On organise des formations selon les différentes thématiques, surtout les thématiques qui sont vraiment sensibles, qui sont vraiment que les gens rencontrent au quotidien. On va dire comme par exemple l'utilisation des médias sociaux, l'utilisation des outils numériques tels que le téléphone et autres. Et je sais que vous faites aussi la création des applications. Exactement, nous les encourageons à créer des technologies, que ce soit des applications mobiles ou que ce soit d'autres types d'outils numériques, mais surtout nous les sensibilisons beaucoup. Il y a beaucoup de sensibilisation et d'ailleurs c'est pourquoi nous avons mis cette branche média qui crée des contenus éducatifs, mobilisateurs et aussi inspirants pour qu'il y ait aussi des modèles. Parce que c'est ça, aujourd'hui quand on demande à une jeune fille qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, ou alors on dit à une jeune fille est-ce que tu veux devenir webmaster, tout de suite, mais c'est quoi? Donc il faut quand même cette approche du numérique, le présenter aux gens, les faire découvrir les métiers du numérique, les faire découvrir qu'il y a une opportunité pour elles et qu'il faut qu'elles en profitent. Les perspectives pour ONU Femmes, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste beaucoup à faire, vous l'avez dit à l'entame de l'émission, mais aujourd'hui, pour celles qui nous regardent et qui sont dans la situation que vous avez décrite tout au long de cette émission, qui ont plein de charges à la maison et qui ont ce rêve d'entreprendre, qu'est-ce qu'il fait? Je commence d'abord pour remercier déjà le gouvernement que ONU Femmes et les Nations Unies accompagnent pour les efforts qui sont fournis. Et nous, en termes de perspective, c'est une année qui va peut-être être concentrée aussi sur l'élaboration de la programmation conjointe du système des Nations Unies. Cette programmation, c'est comment est-ce que les Nations Unies veulent aider le gouvernement sur la base de leurs propres priorités. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, qui est stratégique. Notre note stratégique qui va commencer à partir de 2026 pour 5 ans. Le processus 2026-2031. Ça va aussi commencer. Mais bon, ce qui est important de souligner, c'est encore les efforts qui sont fournis, mais continuer à appeler les uns et les autres pour qu'on se dise qu'on a le devoir et l'obligation de faire changer les choses. On a donné beaucoup de chiffres aujourd'hui. Il est temps d'accélérer les rythmes. C'est pour cela que le gouvernement, en tant que propulseur des lois, des stratégies et de toute la politique macroéconomique et sociale, a identifié certains ODD, les objectifs de développement durable accélérateurs. Et parmi ces ODD accélérateurs, il y a l'ODD 5. Donc nous avons aujourd'hui tout un chacun l'obligation d'aider le gouvernement pour que nous puissions atteindre ces ODD à l'horizon 2030. Le thème aujourd'hui, c'est autonomisation des femmes, un atout pour l'économie. On est bien d'accord que c'est un atout pour l'économie? Moi, je pense que le processus d'autonomisation, c'est à 3 phases. C'est sur le plan personnel, c'est sur le plan social et c'est sur le plan économique. Il est évident que sur le plan personnel, les femmes doivent davantage se former. Les femmes doivent davantage, de mon point de vue, sortir de ce carcan, de cette mentalité-là victimaire. Chaque fois, il faudrait que cette promotion soit faite. C'est-à-dire aujourd'hui, de mon point de vue, et cette formation-là, sur le plan personnel, sur le plan, on va dire, de l'école, sur le plan des nouveaux outils, des technologies, s'impose. Sur le plan sociétal, l'État, dans ses politiques de macroéconomie, doit être capable de faciliter, on va dire l'embauche sur les deux côtés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la réalité du marché de l'emploi, c'est qu'il y a une précarité qui est faite de telle sorte que les deux là sont affectés. C'est vrai qu'on en parle plus pour les femmes. Peut-être que cela est dû à leur proportion au niveau de la population, mais la précarité économique
au Mali, la précarité du marché de l'emploi, la précarité des salaires fait que si l'État n'a pas une vision derrière pour changer tout cela, on va toujours être là dans quelques années, dans plusieurs années, à discuter de cet aspect-là. Donc formation, vision stratégique pour effectivement améliorer les situations de précarité au niveau du marché de l'emploi. Thioro Djeneba Cissé, vous travaillez avec les femmes, donc vous êtes à Ségou. Je vous remercie infiniment d'ailleurs. Vous avez effectué le déplacement de Ségou pour participer à cette émission. Je vous en remercie infiniment. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les perspectives à votre niveau, au niveau de votre union? Voilà. Moi, ce que je conseille à nos différentes femmes, structures et jeunes qui évoluent dans l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de la transformation, les petits conseils que j'ai à leur dire, c'est de se former d'abord pour pouvoir faire la part des choses, de commencer à s'autofinancer, de ne pas beaucoup courir derrière l'argent, surtout le fonds de commerce. Donc quand tu te formes d'abord, tu sauras ce que tu peux faire, qui est quoi et qui peut être quoi. C'est dans ce sens-là que tu vas bien comprendre. Donc la transformation est un créneau qui est vraiment porteur. Tu peux dire que je ne peux pas payer de l'habit aujourd'hui, je ne peux pas payer des chaussures aujourd'hui, mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas manger aujourd'hui. Donc c'est des petits produits, des petits pains qui se vendent à petits pas. Donc la petite expérience que j'ai une chaise de vous le dire, c'est de sauter si danser pour un départ. Parce que dans la politique du Mali maintenant, on a tendance à faire venir les jeunes dans l'entrepreneuriat. Ces jeunes-là ne comprennent pas. Donc quand ils commencent avec un montant, au-delà de 1 mois, de 3 mois, 4 mois, tout l'argent va se dilapider. De ne pas s'empresser, de se former, de partir à petits pas pour arriver à un point bien prometteur. C'est ce conseil-là que j'ai à dire à ces différentes femmes et jeunes qui ont tendance à venir dans l'entrepreneuriat féminin. Merci Madame Thioro Djeneba Cissé. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union régionale des transformateurs des produits agricoles. Vous êtes la directrice de la Ségouvienne des commerces agroalimentaires, une entreprise que vous avez créée en 2008. Merci infiniment également à Madame Diallo Assetou Diarra. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'association Femmes éthiques, Femmes et technologie de l'information et de la communication. Merci à Khalid Dembélé. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci infiniment également à notre 4e et dernier invité, Madame Adi Sangaré, coordinatrice de programme ONU Femmes. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à bientôt sur Terre.